Il est 13 h, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre édition. À l'occasion de la visite d'État effectuée par le président Alassane Ouattara en Afrique du Sud depuis le 20 juillet, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud ont signé de nombreux accords et le partenariat entre les deux pays a été renforcé. Un partenariat célébré tout au long de la visite. Viviane Aïma nous fait un compte-rendu en début de journal. Puis le président de la République Alassane Ouattara et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa ont pris part dans l'après-midi de vendredi, toujours à Pretoria, au Forum des affaires Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, un forum qui a réuni de nombreux investisseurs des deux pays et des membres des deux gouvernements. Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations de paix attendu au Mali ce dimanche pour un séjour de 5 jours. Entre autres sujets abordés au cours de la visite, l'ONU voudra peut-être présenter des éclaircissements quant au statut des 49 soldats ivoiriens arrêtés il y a 2 semaines. On en parle dans une trentaine de minutes. Le 11 juillet dernier, les pays africains ont célébré la 6e édition de la journée africaine de lutte contre la corruption. En Côte d'Ivoire, la volonté politique pour éradiquer le fléau semble indéniable. De nombreuses structures qui s'occupent d'inspection, de contrôle et de lutte contre la corruption ont été mises sur pied, notamment la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, placée sous l'autorité du président de la République, avec pour mission de prévenir et de lutter contre la corruption. Et des initiatives sont prises par l'instance, notamment la sensibilisation de la population sur les conséquences néfastes de la corruption, des initiatives telles que la production et la diffusion d'une série animée éducative se rapportant à la lutte. Pour en parler, justement, le Dimanche Magazine reçoit aujourd'hui le directeur de la sensibilisation et de l'éducation à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, c'est Jacques Achiaou. Bonjour, M. Achiaou. Bonjour, M. Hamza. Bienvenue sur notre plateau. C'est nous qui vous remercions de cette occasion que vous nous donnerez de pouvoir parler de cette question, et donc en tout cas de son présent. Merci. La question me trottinait toujours dans la tête. J'avais toujours envie de vous la poser, cette question. 3, Jacques Achiaou, 3 en chiffres romains, d'où ça vient? C'est une question qui est liée un peu à mes origines, un peu dynastique, entre guillemets, je dirais. On est d'une famille de chefs, et donc c'était pour pérenniser un tout petit peu cette génération, donc 3e de la génération des Achiaou, en fait. Ah d'accord, je comprends mieux. Merci, M. Achiaou. On se retrouve dans une demi-heure. C'est un plaisir, merci. Le président Alassane Ouattara, je vous le disais en titre, a effectué une visite d'État de quelques jours en Afrique du Sud. De nombreux accords entre les deux pays ont été signés, entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, donc ont été signés. Le partenariat renforcé entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud a été célébré au cours de cette visite. Les précisions de Viviane Aïma. Promouvoir un partenariat en divers domaines et en particulier au plan économique entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, c'est la vision partagée par le président de la République Alassane Ouattara et dans une large mesure par le président Cyril Ramaphosa. En effet, en décembre 2021, le président sud-africain avait pris l'initiative d'une visite d'État en Côte d'Ivoire ainsi que d'une tournée au Nigeria, au Ghana et au Sénégal. Il était accompagné d'une forte délégation d'hommes d'affaires. L'objectif, ouvrir l'économie sud-africaine, jusque-là cantonnée dans sa zone d'influence, l'Afrique australe, sur le reste de l'Afrique. Cette aspiration du président Cyril Ramaphosa pour son pays rejoignait ainsi la grande vision de développement que le président de la République Alassane Ouattara nourrit pour la Côte d'Ivoire. Ainsi, recevant ce vendredi 22 juillet le président de la République Alassane Ouattara à l'Union Building, le palais présidentiel, dans le cadre de sa visite d'État en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a tenu à lui signifier la grande considération qu'il lui porte. Président Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, étant donné le pouvoir dont je suis doté de la section 43 de la République d'Afrique du Sud de 1996, j'ai dépose sous le président Ouattara l'ordre de l'Afrique du Sud
qui va désormais, il sera désormais honoré comme un membre de nos ordres nationaux. Le peuple de l'Afrique du Sud vous salue. L'ordre de l'Afrique du Sud est maintenant alloué à son Excellence, le président Alassane Ouattara, pour vos efforts admirables et continus en renforçant les relations chaleureuses entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, le renforcement des relations économiques pour les peuples de toutes les deux nations. Dans la soirée, un dîner officiel en l'honneur du chef de l'État ivoirien était organisé. Les deux chefs d'État ont échangé des toasts à la réalisation de ce partenariat renforcé dont ils partagent ensemble la vision. Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, le pont est désormais jeté entre les deux pays. Reportage signé Viviane Aïma et Lamine Dramé. Lors de cette visite d'État, le président Alassane Ouattara et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa ont pris part vendredi au Forum économique Côte d'Ivoire-Afrique du Sud, forum qui a réuni plusieurs investisseurs des deux pays et des membres des deux gouvernements. Viviane Aïma était là aussi, son reportage. Organisé ce vendredi 22 juillet à Pretoria autour du thème « Accélérer le commerce et l'investissement entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire par des partenariats renforcés », le South Africa and Côte d'Ivoire Business Forum a drainé de nombreux hommes et femmes d'affaires des deux pays. Côté ivoirien, ils étaient au nombre de 70 opérateurs économiques qui ont effectué le déplacement en Afrique du Sud pour participer à ce forum d'affaires. Côté sud-africain, ils étaient encore plus nombreux à prendre part à cette rencontre d'affaires qui a démarré dans la matinée pour s'étendre sur tout l'après-midi. Il s'est agi pour les organisateurs et intervenants à ce Business Forum de renseigner les participants sur l'environnement des affaires en Afrique du Sud et en Côte d'Ivoire, ainsi que les opportunités qu'offrent ces deux pays. L'après-midi, le forum a enregistré l'arrivée des présidents Alassane Ouattara et Cyril Ramaphosa. Les deux chefs d'État ont apporté leur contribution à ce forum d'affaires. Le président sud-africain, dans une intervention très détaillée à l'adresse des hommes d'affaires de son pays, les a encouragés à venir investir en Côte d'Ivoire, soulignant le bénéfice pour l'économie sud-africaine. Le chef de l'État ivoirien est intervenu à son tour et en anglais, il a présenté aux hommes d'affaires sud-africains les nombreuses potentialités de son pays, la Côte d'Ivoire, les invitant à venir y investir. Je vais vous dire pourquoi vous devez aller en Côte d'Ivoire, pourquoi vous devez investir en Côte d'Ivoire, pourquoi investir quand vous arrivez là-bas. Donc, premièrement, la Côte d'Ivoire est un pays vraiment important économiquement. Le PIB est aussi important dans le continent, donc ça représentera 40% du PIB de 8 pays de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, donc connu avec une devise depuis quelques années avant que nous ne rejoignions le Fonds monétaire international. Donc, le Côte d'Ivoire est le producteur leader de coco. Nous produisons 2,5 millions de tonnes de coco dans le monde. Nous sommes un leader en termes de plusieurs produits comme l'huile de palme, banane. Donc, je parlais ici de noix de cajou. Donc, nous produisons un peu du pétrole et du gaz. Ce premier South Africa et Côte d'Ivoire Business Forum de Pretoria a débouché sur la signature de partenariats d'affaires. Et à l'issue de ce forum des affaires, notre reporter a tendu son micro RTI1 à quelques-uns des participants. Nous avons convenu avec la partie sud-africaine de signer un accord de coopération économique
portant sur la promotion des investissements privés, sur le développement du commerce et également la promotion de l'industrie et des PME des deux pays. Ce qui va nous amener en fait à travers un comité conjoint de dérouler une feuille de route, un plan d'action et périodiquement en faire des rapports à nos deux chefs d'État et encourager le secteur privé de mettre en œuvre en fait toutes les recommandations issues de ce forum. Nous venons de signer un accord avec l'Association africaine de construction automobile, des constructeurs automobiles, à l'effet qu'ils puissent nous assister dans l'élaboration d'une stratégie robuste pour créer un écosystème lié à la promotion de l'industrie automobile. Vous savez, la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur africain d'EVA et cela va nous permettre, au-delà des unités d'assemblage, de créer un vrai écosystème pour mettre en œuvre tout ce qui est pièces de rechange, toutes les composantes des véhicules, parce que c'est là que se créent en tout cas beaucoup d'emplois. Nous croyons aujourd'hui, en tout cas, au partenariat Sud-Sud. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une volonté de nos deux chefs d'État et de nos deux gouvernements vraiment d'aller de l'avant. Et nous disons aux opérateurs économiques ivoiriens, en tout cas, de croire en l'Afrique du Sud où ils sont quand même à un certain niveau et on a besoin de leurs expériences, surtout dans le cadre de l'industrialisation. On a rencontré des financiers, des clients potentiels. C'est à nous maintenant de poursuivre la porte qu'ils ont ouverte afin d'amener ces investisseurs en Côte d'Ivoire, les rassurer et continuer à travailler. Nous sommes la seule banque sud-africaine en Côte d'Ivoire. Donc le président de la Côte d'Ivoire venant en Afrique du Sud, donc c'est notre devoir de venir le recevoir ici avec notre siège qui est ici basé, qui est la plus grande banque en Afrique en termes de taille de bilan. La CGECI représente le secteur privé dans son ensemble et nous avons donc été présents à ce forum. Vous avez vu un peu donc les tables rondes auxquelles nous avons participé dans l'automobile, dans le caoutchouc, dans le cacao, dans la noix de cajou. Et véritablement, nous en tirons donc des enseignements forts pour le partenariat gagnant-gagnant entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Nous avons justement participé à plusieurs tables rondes aujourd'hui et l'ensemble des entreprises sud-africaines qui étaient là nous ont vraiment montré une bonne disponibilité à collaborer bien sûr avec nos entreprises. Notamment nous au niveau donc des PME parce qu'on a toujours dit que les PME étaient le moteur du développement économique des différents pays. Et nous avons vu également que c'est la même chose ici également en Afrique du Sud. Et nous avons tissé beaucoup de relations entre nous. Et nous avons pour ambition de continuer ces relations-là. La Caisse de dépôt se réjouit de cette réunion qui a permis véritablement de voir qu'il est important de renforcer la coopération Sud-Sud et ça nous permettra de transformer une partie de nos productions, notamment agricoles, dans le secteur du caoutchouc, dans le secteur du palmier à huile et même au niveau même des véhicules. Donc véritablement tous ces aspects-là ont été abordés et nous repartons satisfaits. Et ça nous permettra de nouer des relations avec les financiers sud-africains pour que nous puissions structurer des financements pour financer effectivement l'économie et l'industrie en Côte d'Ivoire. On rentre en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, le ministère des Ressources animales et halieutiques entend augmenter la production nationale de bovins, d'ovins et d'autres animaux d'élevage. Cela afin que le pays soit moins dépendant des importations de pays voisins. Pour atteindre cet objectif, le ministère a lancé officiellement une enquête, une étude statistique pour définir le potentiel réel du pays en bétail. On retrouve Jean-Luc Bangbo. C'est Adzopé que le ministère des Ressources animales et halieutiques a choisi pour lancer l'enquête nationale sur le disponible en bétail de la Côte d'Ivoire. Une étude qui permettra de disposer de données statistiques fiables pour une meilleure maîtrise du marché du bétail ivoirien. Cette enquête va nous générer des données, beaucoup de données statistiques, des données économiques et sociales dans le secteur de la production, dans le secteur de l'élevage. Et ces données-là vont nous permettre d'adresser des questions, vont nous permettre de nous projeter, vont nous permettre de faire de la prospection en matière de production, en matière de développement de notre secteur. Une étude
qui, de l'avis des éleveurs et autres acteurs du secteur, augurent des lendemains meilleurs pour leurs activités. Qu'est-ce que nous manquions? De l'herbe, nous en avons suffisamment. De l'eau, nous en avons suffisamment. Mais pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas être autosuffisants en bétail? C'est cette volonté politique-là qui manquait. Mais aujourd'hui, nous sommes très heureux de cette prise de conscience. Structurer la disponibilité du bétail en Côte d'Ivoire à travers une évaluation précise du potentiel en bovin, ovin ou caprin, mais également l'étude devrait permettre un meilleur encadrement du secteur. Cette enquête nous aidera aussi à savoir qui est éleveur et accompagner ces différents éleveurs à travers des programmes de vaccination, à travers des formations, mais aussi à travers de la formation qui permettrait en réalité d'en faire non des éleveurs traditionnels, mais des éleveurs qui pratiquent des méthodologies qui permettraient qu'ils atteignent une taille suffisante pour pouvoir bien sûr tirer le maximum de profit dans leur exploitation. L'enquête se déroulera sur environ 6 semaines, prendra en compte, entre autres, l'identité des propriétaires de bétail, les modes et lieux de commercialisation, la caractérisation des troupeaux ou encore la géolocalisation des fermes. Outre le bétail, la production piscicole, elle aussi, connaîtra certainement une amélioration. Pour ce faire, le ministère vient de relancer le projet Propico. Et pour le financement de la phase 2 de ce projet, le Japon a décidé d'apporter un financement de 3 milliards de francs CFA. Par Propico, il faut entendre projet de relance de la production piscicole continentale par le développement de la chaîne de valeur des poissons d'aquaculture. On en sait plus avec Dangui Danki. La Côte d'Ivoire importe plus de 100 milliards de francs CFA de poissons chaque année, selon le ministre des Ressources animales et halieutiques. Et pourtant, le pays a le potentiel pour s'autosuffire en poissons, a-t-il indiqué. C'était au lancement officiel de la mise en œuvre des activités du Prépico 2, projet de relance de la production piscicole continentale par le développement de la chaîne de valeur des poissons d'aquaculture. Projet bien accueilli par les acteurs de la filière. Ce projet vient surtout pour nous apporter beaucoup de techniques et aussi plus orienté vers la commercialisation. Mais il faut savoir aussi que toutes ces actions-là doivent être accompagnées par le financement. On devait d'abord faire des études pour implanter les bases du développement. Et ces études-là, on a essayé de faire la situation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, quelles ont été les contraintes. Mais il faut dire aussi que la technologie n'y était pas. Mais maintenant, nous avons la technologie pour pouvoir produire un certain nombre d'alevins et des alevins performants, mâles, voilà, pour pouvoir développer la pisciculture. Après la première phase du Prépico, où 2 études socio-économiques dans les zones sud et est de la Côte d'Ivoire ont été menées, le Prépico 2 vient marquer l'opérationnalisation du projet en vue de relancer la production de poissons en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, cela apportera davantage de prise de nutrition pour la population ivoirienne. Et ensuite, l'aquaculture représentera certainement un secteur industriel qui est très prometteur dans l'avenir. Nous avons toutes les infrastructures, nous avons toutes les commodités pour produire du poisson ici en Côte d'Ivoire, mais il manque juste la culture et l'accompagnement nécessaire et le Prépico vient nous y aider. Fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon, le projet de relance de la production piscicole continentale par le développement de la chaîne de valeur des poissons d'aquaculture a été financé par le Japon à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Un reportage de Dangui Dangui et Fernand Conan. Reportage qui nous conduit à la page Covid de cette édition. Le satané virus continue de courir et d'affecter les populations. À l'échelle mondiale, il a touché jusqu'à 570 millions de personnes, tuant au passage 6,38 millions d'entre elles. Et on enregistre chaque jour de nouvelles contaminations. En Côte d'Ivoire, hier samedi, ce sont 61 nouveaux malades qui ont été recensés, portant le nombre total de cas à 84 950, dont 809 décès et 298 cas actifs. Le coronavirus, c'est bien une triste réalité, alors il faut se protéger.
On en vient maintenant à cet accord de partenariat signé récemment entre l'école de commerce et de gestion et l'université Pélé-Forogban Coulibaly. L'objet de ce partenariat, c'est partager les expériences et renforcer la coopération dans le domaine de la formation. Partenariat scellé en présence de Issa Chonayeo. Partage d'expériences et renforcement de la coopération sur le plan académique et de l'emploi. La signature du partenariat entre l'université Pélé-Forogban Coulibaly de Korogo et l'école de commerce et de gestion d'Abidjan, ECG, située à Malkouri, zone 4, répond à cette vision. Cette signature nous permet d'échanger des informations, de nous retrouver mutuellement, d'échanger d'expériences, et parce que l'université de Korogo est quand même de notoriété. Et le fait donc de travailler avec cette université en symbiose serait un défi pour nous, pour faire mieux et surtout apprendre de tout ce qu'ils savent faire. Un partenariat qui doit aller dans le sens gagnant-gagnant parce que au cours de ce partenariat, les différents établissements se sont engagés à un partage d'expériences. L'expérience que l'ECG a pu acquérir depuis 52 ans après sa création, l'université Pélé-Forogban Coulibaly aura à apporter du point de vue académique, notamment avec la réforme LMD dans laquelle elle est fortement partie prenante, apporter son expérience au plan académique à cette école donc, qui a un caractère de formation professionnelle. Ce partenariat sera surtout l'occasion pour ces deux entités d'utiliser les nouveaux moyens de la technologie, notamment la digitalisation, pour mieux asseoir leur coopération dans divers domaines. Un compte-rendu de Issa Chonayeo, notre reporter, chef des éditions. Des femmes de plus en plus autonomisées, des femmes qui participent de plus en plus à la politique en Côte d'Ivoire et à l'inclusion financière. Voilà entre autres ce à quoi va s'atteler désormais la African Women Leadership Network, le tout nouveau réseau des femmes leaders initié par l'organisation ONU Femmes. Didier Nguesson nous en dit plus. Un réseau de femmes africaines leaders, impulsé par l'Organisation des Nations Unies dédiée à la femme, ONU Femmes. Si l'initiative date de juin 2017, la mise en œuvre des recommandations en ce qui concerne la création de sections nationales de ce réseau est effective depuis ce 21 juin 2022 avec la validation des documents cadres. C'est un réseau qui se veut solidaire. L'objectif est d'abord de fédérer les femmes, de partager de bonnes pratiques entre elles et surtout de les soutenir à l'échelle continentale. Les femmes ont des ambitions, mais aussi très actives et dynamiques et elles ont besoin de travailler dans une communauté pour pouvoir être utiles les unes pour les autres. Un mouvement inclusif, un mouvement qui sera au service de la transformation de la Côte d'Ivoire. Le réseau va travailler sur 6 piliers, notamment la gouvernance et la participation politique, la paix et la sécurité, la finance et l'entrepreneuriat féminin, le leadership des jeunes, l'agriculture et la mobilisation sociale. Le travail que nous attend permettra à la Côte d'Ivoire, à l'instar des 25 autres pays dans le monde, 25 ans après Beijing, d'avoir ce réseau qui met en synergie des femmes d'influence que vous êtes. Je voudrais, au nom de Madame la ministre, féliciter toutes celles identifiées comme femmes battantes, porteuses de voix et d'espoir pour la cause des autres femmes. Selon une étude du Forum économique mondial, il faudrait 132 ans pour atteindre l'égalité homme-femme. Le renforcement du leadership féminin pourrait contribuer à réduire considérablement ce délai. À Danané, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans le canton Ouah, les populations de Sanguiné ont souhaité que la lumière soit et la lumière fut. Un rêve longtemps caressé qui est devenu récemment réalité pour le grand bonheur des habitants du village, des populations qui saluent les autorités, notamment le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, fils de la région. Éric Goré était notre envoyé spécial sur place. Des poteaux électriques solidement installés projettent la lumière en pleine journée dans le village de Sanguiné. Un fait historique pour tout le canton Ouah, département de Danané.
Dorénavant, l'électricité a pris rendez-vous avec les populations. Aujourd'hui, je vous assure que tous les villages des sous-préfectures de Maple et de Zone sont électrifiés. Et ça, c'est une grâce qui nous a été accordée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est le général Vagondo Diomandé, fils de la région du Tonkuy, qui, à travers ce geste, raccorde le village de Sanguiné au réseau électrique ivoirien. Chacun a le droit d'avoir ses opinions. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de développement. On parle de faire en sorte que les valeurs que nous incarnons, les relations que nous avons les uns les autres, les positions que nous occupons puissent être bénéfiques et profitables à nos parents. Ce sont plus de 150 poteaux électriques installés ici. Cet événement tant attendu a donné lieu à des manifestations de réjouissance. Population et cadres sont reconnaissants au président. Nos parents ici ont voulu magnifier, n'est-ce pas, le président de la République, lui exprimer leur reconnaissance. Et c'est dans cet élan qu'autour du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, fidèle collaborateur du président de la République, tous autour de lui, dans cet élan-là, nous accompagnons nos parents. Ce village qui est resté depuis des décennies dans l'obscurité, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, vient de donner une bouffée d'oxygène à tout un peuple. Cette action de développement qui touche directement ces populations est le prolongement de l'action gouvernementale. Mais nous sommes là aujourd'hui, ensemble, pour dire merci. Merci à un homme qui a cru en nous et qui continue de croire en nous. Monsieur le président Alassane Ouattara, le grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain. Le général Vagondo Diomandé a aussi inauguré le foyer des jeunes, où séance tenante, il a rencontré les populations dans ce foyer. Avant cette rencontre, le ministre a inauguré une école primaire dans le village de Maple. Reportage Éric Goré, Célestin Frodo et Ève Boué. Dans le Poro, à Napier, la tornade a fait des dégâts et 20 familles au moins sont sinistrées. 20 familles en détresse dont les larmes viennent d'être essuyées par le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. La direction régionale de Korogo leur a apporté donc le soutien du gouvernement. C'est ce que nous dit Ami Sissoko, notre correspondante dans la région. 2 morts, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels. C'est le triste bilan de la tornade qui s'est abattue récemment sur Napier, localité située à 20 km de Korogo. Plus de 20 familles impactées. Face à cette situation, une délégation du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue aux côtés des victimes pour leur apporter le soutien du gouvernement. Les dons d'une valeur de 8 millions de francs CFA composés de vivres et non-vivres, entre autres de riz, de fauteuils roulants, de 200 feuilles de tôle, des sacs de ciment et du numéraire leur ont été remis. C'est une énorme joie qui nous anime de savoir que l'État de Côte d'Ivoire pense à tous les enfants qui sont sur le territoire ivoirien et particulièrement à Napier aujourd'hui. Et c'est vous dire merci à la direction régionale de Korogo, à Madame le sous-préfet, qui ont relayé l'information au niveau du ministère. Et en même temps, je dis merci au ministre de la Solidarité, l'ensemble du gouvernement, au président Alassane Ouattara, pour tous ces dons que nous avons reçus aujourd'hui. Le représentant de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, a assuré les populations de l'appui constant du gouvernement. Il a également salué l'élan de solidarité des populations. Chers parents, vous n'êtes pas seuls. Dans cette épreuve, toute la Côte d'Ivoire reste unie et solidaire avec vous. Bien au-delà de simples mots, cette visite vise également à manifester la solidarité du gouvernement et de l'ensemble des Ivoiriens, à nos frères et sœurs, nos parents de Napier qui ont été sinistrés. Pour l'heure, les familles sont à pied d'œuvre pour réhabiliter leur logement. Un appui du gouvernement qui pourrait redonner le sourire à ces familles et les aider à se reprendre en charge. La prière aussi pourrait beaucoup aider. Alors on va prier. On va prier avec les femmes de la communauté Christianisme Céleste Saint-Emmanuel, Port-Boué de Yopougon. Ces femmes-là ont célébré la fête mariale.
Édition 2022 de la fête mariale initiée par les femmes de la communauté céleste de la paroisse Saint-Emmanuel de Yopougon-Pobo 2. Et c'est par une procession que cette fête dédiée à la Vierge Marie et aux femmes a débuté. Des conférences sur le rôle de la femme dans le foyer, des jeux et concours karaoké ont animé la fête. Ce jour dédié à la fête mariale, de nous retrouver entre femmes chrétiennes célestes, sans tendance, sans distinction, sans grade, juste des servantes de Dieu autour de la Sainte Vierge Marie, notre Mère louée. C'est une occasion de joie, de rassemblement et de partage. Les festivités ont aussi été marquées par des distinctions et des récompenses qui viennent renforcer la cohésion sociale au sein de la communauté. La directrice générale de la réconciliation, Simone Bako Ayeri, marraine de cette édition, s'est réjouie de l'initiative. Parce que ne l'oublions pas, les hommes sont nos seigneurs, ils sont nos maîtres, ils sont nos chefs, ne l'oublions pas. La femme vertueuse qui était mon mari, c'était dans la reconnaissance du pouvoir de son mari, c'était dans la reconnaissance du pouvoir de l'homme. Ne changeons pas de place. Les femmes satisfaites de cette ambiance fraternelle suscitée par la cérémonie se sont engagées à une rencontre promoteuse l'année prochaine. Reportage Laure Goretti dans un commentaire de Didier Nguessan. Un mot d'actualité internationale en bref et en images. Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations de paix est attendu au Mali à partir de ce dimanche, alors que les relations avec la junte se sont fortement dégradées ces dernières semaines. Durant son séjour de 5 jours, Jean-Pierre Lacroix évaluera la prolongation du mandat de la mission onusienne avec les autorités de la transition. Au cœur de la visite, 2 sujets certainement. L'ONU voudra peut-être présenter des éclaircissements quant au statut des 49 soldats ivoiriens arrêtés il y a 2 semaines, mais aussi essayer de trouver une solution au gel des rotations de 14 000 hommes de la MINUSMA. On passe au second chapitre de cette édition. Le Dimanche Magazine. Notre invité nous a rejoint en plateau. Merci à vous, M. Jacques Achiaou. Jacques III Achiaou, vous êtes directeur de la sensibilisation et de l'éducation à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. On va suivre tout de suite un élément en vidéo, histoire de planter le décor, et puis on revient ensuite pour en parler. Merci. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a pour mission, entre autres, d'éduquer et de sensibiliser la population sur les conséquences de la corruption. Dans cette optique, elle initie des actions de sensibilisation, notamment à l'intention du grand public à travers les médias. Cette démarche requiert des supports de sensibilisation et de communication adaptés aux différentes cibles telles que la bande dessinée, les films d'animation télé, les boîtes à images, les affiches et les panneaux routiers. C'est ainsi que dans le cadre de sa campagne télé, une série animée intitulée La famille honnête a été proposée à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, portant sur la problématique de la corruption sous diverses manifestations au sein de la population. La diffusion de l'avant-première de cette production a été faite le jeudi 21 juillet dernier au Sofitel Hôtel Ivoire devant un parterre de personnalités. J'ose espérer que ce film que nous venons de voir enregistrera le succès escompté auprès des populations, auprès des téléspectateurs et des internautes, afin d'amener l'ensemble des Ivoiriens à s'approprier le combat et à s'impliquer davantage dans la lutte contre la corruption. Transmettre à la population, principalement à la jeunesse et à la petite enfance, un ensemble de valeurs éthiques devant les conduire à devenir des citoyens modèles, exemplaires, marqués par une vie de probité. Tel est le principal enjeu. Mode de saisine de la Haute Autorité de la bonne gouvernance, concussion dans le recouvrement des impôts, corruption dans la passation des marchés publics, corruption en milieu scolaire, tels sont entre autres sujets sur lesquels porte la sensibilisation. À terme, ce projet contribuera à prévenir et à endiguer le phénomène de la corruption par un changement de mentalité et des comportements. Merci à vous, Jean-Louis Gbangbo. Monsieur Achiaou, c'est quoi la bonne gouvernance? Alors, la bonne gouvernance, c'est un ensemble de principes qui permet à un État de gouverner, en tout cas dans la gestion de ses ressources, d'avoir
de mettre des éléments tels que la transparence, la responsabilité, l'intégrité, pour que les ressources qui sont mises à la disposition de cet État-là puissent servir pour le bien-être des populations. Et la haute autorité pour la bonne gouvernance, c'est la structure qui régule tout ça? Oui, mais en termes d'objectifs pour la haute autorité, une mission qui a été donnée à la haute autorité, c'est vraiment de prévenir et de lutter contre la corruption dans tout ce lot de bonne gouvernance. Et la corruption, vous avez lancé le mot, c'est quoi? La corruption, c'est l'abus d'un droit, d'un pouvoir qu'on vous a mis à disposition dans un intérêt personnel au détriment de l'intérêt général. C'est toute offre, don, demande, agrément que vous ferez pour avoir un avantage indu, pour faire ou ne pas faire quelque chose qu'on vous a confié comme mission, comme mandat, ainsi de suite. Et vous êtes placé sous l'autorité du chef de l'État. Du président de la République. Du président de la République. On a l'inspection générale d'État, le ministère chargé de la bonne gouvernance. On a aussi donc la haute autorité pour la bonne gouvernance. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Pour quel résultat? Alors le résultat, il faut mailler. Hein. Il faut faire un maillage parce que la lutte contre la corruption est un fléau. C'est un comportement. Vous comprenez? Et pour pouvoir endiguer ce fléau-là, il faut toucher tous les acteurs. Et vous voyez, dans la question de la bonne gouvernance, il y a plusieurs activités qu'il faut conduire. La corruption n'est qu'un élément de cette bonne gouvernance. Et chaque structure, les structures que je viens de citer, chacune a sa mission. A sa mission. L'inspection générale d'État dont vous parlez a pour mission d'exercer le contrôle sur l'administration publique, sur les services publics. Vous prenez une autre structure comme par exemple la CENTIF, qui est la cellule de renseignement, qui s'occupe des questions de blanchiment. Vous avez la haute autorité qui s'occupe des questions qui sont liées à la corruption. Vous avez le ministère de la bonne gouvernance qui a pour mission principale de veiller à la promotion de la bonne gouvernance, de ces principes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voici un peu, et c'est toute cette toile-là qui permet de faire un maillage et d'éviter que la corruption et surtout les éléments de malgouvernance s'installent durablement dans notre pays. Allez-y, parce que la malgouvernance, la corruption sont des éléments qui sont malheureusement de nature à freiner le développement d'un État. D'accord. Avec toutes ces structures-là, la corruption a donc baissé? On peut le dire. On peut le dire parce que la Côte d'Ivoire part de loin. Nous étions, avant 2010, au bas de l'échelle, au bas du ranking, comme on peut le dire. Aujourd'hui, nous sommes pas... n'ont pas encore passé la ligne médiane, mais nous avons gagné. Quelle place? Nous occupons 105e. 105e. Sur 178 à peu près. Et on était... Ça fait beaucoup, malgré toutes les structures mises en place. Vous savez, la lutte contre la corruption était une lutte de très longue haleine. Elle ne se change, elle ne se règle pas en 2 jours. En 2 jours? Oui, nous avons besoin. En combien de temps? Parce que vous existez depuis 2013, M. Achiaou. Oui. Jusque-là, aujourd'hui, sans compter les autres structures. C'est cela. Vous parlez de 2 jours, mais combien de temps il faut vous accorder pour que vous y arriviez? On ne va pas avoir à discuter du temps. Comme je vous ai dit, c'est une œuvre de très longue haleine. Très longue haleine. Il faut mettre des jalons, il faut poser un certain nombre d'actes. Aujourd'hui, on parle de la corruption. Il y a 10 ans, on ne parlait pas de la corruption. Il y a 10 ans, la corruption était quelque chose de banal. Aujourd'hui, les pouvoirs publics, la société civile, le secteur privé, tout le monde est en train de se coaliser contre la corruption. C'est ça déjà qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder le temps. Et à combien on estime les pertes? Aujourd'hui, les chiffres qui sont avancés par le ministère de la bonne gouvernance ainsi que certains centres d'études comme la CAPEC parlent d'environ 1400 milliards. 1400 milliards. Ça, ce chiffre a été avancé en 2019. 2019. Il n'y a pas de chiffre. Pour l'instant, les études vont nous permettre en tout cas de les affiner. Pour l'instant, c'est sur ces chiffres-là que nous devons... quand vous regardez au niveau africain, on est autour de 138 milliards de dollars. Ça fait beaucoup. Oui. Parce que quand vous regardez, cela fait environ entre 3 et 5 fois l'aide au développement, l'aide publique au développement. Cela voudrait dire que si nous réussissons à canaliser la corruption, à l'endiguer, nous sommes capables de réaliser un bond qualitatif énorme. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir canaliser ces actes-là. Il faut dire, on va revenir à vos missions, à la haute autorité pour la bonne gouvernance. Il faut dire que vous ne fonctionnez pas comme une juridiction. Oui, cela est très important de le dire. Je vous remercie en plus d'en parler. Parce que la haute autorité est une autorité administrative indépendante, dotée de la personnalité morale, de la personne morale, et qui dispose d'une certaine autonomie financière. Mais la haute autorité demeure une autorité administrative. Elle n'est pas une juridiction.
Donc, souvent, vous entendrez dans l'imagerie populaire, pourquoi la haute autorité n'arrête pas tel individu pour aller le mettre en prison? Ce n'est pas notre rôle. Le rôle de la haute autorité, c'est prévenir et à tout le moins détecter les actes de corruption par le début de la répression, donc initier des poursuites auprès du système judiciaire qui se charge de la répression. Aujourd'hui, nous avons un pôle pénal, économique et financier qui est chargé de cette question. Et donc, il faut que ce soit clair dans l'esprit des Ivoiriens. La mission de la haute autorité, c'est de prévenir et de lutter contre la corruption. Lutte s'entend par investiguer pour dire tel acte est susceptible de constituer un acte de corruption. Et vous informez certainement le procureur de la République. Le procureur de la République avec lequel nous travaillons en étroite collaboration et qui a l'opportunité de poursuite et qui continue la procédure. Bien sûr. Et pour prévenir justement la corruption, il y a les autorités. Nos autorités sont assujetties à la déclaration de patrimoine. Qu'est-ce qu'elles doivent déclarer au juste? Les biens meubles, immeubles, tout ce qu'ils ont comme intérêt. Et ils sont tenus de le faire au début et à la fin de leur mandat ou de leur mission. Et la loi interdit toute publication du contenu de cette déclaration? La loi a décidé pour l'instant de les rendre confidentiels. Pour l'instant, vous avez dit. Je le dis parce que cela peut évoluer. Pour l'instant, nous sommes des agents d'application de la loi et nous ne faisons que nous conformer à la loi. Qu'est-ce que la déclaration de patrimoine arrive à régler effectivement? Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'il existe le phénomène de prête-nom. Oui. Alors, il faut le dire. La déclaration de patrimoine est un acte de prévention. L'objectif, c'est de faire peser sur tous les agents publics. Je dis bien, je pèse mes mots, tous les agents publics, à terme d'une déclaration, de déclarer leur patrimoine. Aujourd'hui, il y a un groupe d'assujettis qui est tenu de déclarer son patrimoine. Et l'objectif de la déclaration de patrimoine, c'est créer un peu plus de transparence. Vous avez décidé désormais de gérer la chose publique. Il est important qu'on sache ce que vous avez avant de gérer pour ne pas que vous fassiez la confusion entre vos biens personnels et les biens de la communauté. Cela est important. On l'entend bien, M. Achiaou, mais il n'empêche que nous sommes au début d'un processus. Le résultat que l'ensemble des populations et de la Côte d'Ivoire attend, c'est qu'on ait des personnes propres et des personnes intègres. Mais le fait d'avoir mis la déclaration de patrimoine va permettre aux personnes de faire attention. Vous le disiez tantôt, que faisons-nous des prête-noms? Mais les prête-noms, c'est une question qui est en train d'être abordée. Nous sommes en train de préparer une réforme de concert avec certains acteurs de la société, notamment au niveau de l'ITIE, pour que nous ayons des registres des propriétaires réels. Lorsque nous allons régler la question de la propriété réelle, ce sera réglé donc à ce moment-là. Et puis la haute autorité pour la bonne gouvernance est en train d'essayer de mettre en œuvre une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Vous êtes à quel niveau? Nous avons pratiquement achevé le diagnostic. Là, nous sommes sortis d'un atelier qui nous a permis, avec tous les acteurs, secteur public, secteur privé et société civile, nous avons décliné cela en action et nous pensons que très bientôt, d'ici la fin de l'année, nous pourrons avoir cette stratégie qui va permettre de régler la question de la coordination parce que chaque acteur trouvera sa part à réaliser et nous pourrions faire des évaluations. La coordination entre les différentes structures de lutte contre la corruption et de bonne gouvernance. Qui revient de droit à la haute autorité de par ses missions, qui est chargée de faire la coordination de toutes les politiques publiques. Bien sûr. En attendant que ce document, cette stratégie nationale soit achevée et vulgarisée, dites-nous concrètement ici, là, quelles sont les solutions concrètes que vous avez pour lutter contre la corruption? Alors, une des solutions immédiates, et je pense que c'est celle-là qui nous réunit ce jour, c'est la question qui est liée à la sensibilisation et à l'éducation. Vous savez, il y a un adage qui dit « vaut mieux prévenir que guérir ». Parce que lorsque vous regardez et quand vous faites de la lecture, vous vous rendrez compte que l'énorme effort que l'on fait pour pouvoir recouvrir les avoirs est dans un rayon sur une échelle de 1 à 10, on est au niveau de 2 à 3. Je peux vous dire que sur les 16 pays aujourd'hui pour lesquels on est en train d'essayer de recouvrer, un seul seulement a fait l'objet de recouvrement des avoirs. Et c'est pour ça que vous avez lancé la diffusion du premier dessin animé engagé contre la corruption. Oui, pourquoi la sensibilisation par le dessin animé? Alors, d'abord, c'est pour toucher les jeunes. D'abord, les enfants, les jeunes, les adultes, mais surtout les populations qui ne savent ni lire ni écrire. C'est important, parce que la corruption est un élément comportemental. Il faut apprendre aux personnes à savoir ce que c'est que la corruption. Donc, connaître la corruption, la reconnaître pour pouvoir rejeter cette corruption-là et surtout
dénoncer les actes de corruption. C'est important. Et vous avez initié l'introduction de curricula et de modules de formation sur la lutte contre la corruption. Oui, parce que cela... Dans les programmes d'enseignement. Cela s'inscrit dans un vaste programme, vous venez de le dire. C'est un vaste programme d'éducation. Je reviens d'une rencontre, d'une conférence de l'ONUDC, donc l'organe qui est chargé d'assurer l'application de la Convention de la Nations Unies contre la corruption. La recommandation forte qui est ressortie de cette rencontre, c'est de dire que la lutte est de loin le moyen le plus structuré et le plus durable de lutter contre la corruption. La lutte par l'éducation. La lutte par l'éducation. Par l'éducation. Et depuis plusieurs années, vous menez des campagnes de sensibilisation à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, quel bilan? Le bilan est positif, parce qu'aujourd'hui, vous et moi, nous parlons de la corruption. Positif, ça a baissé? Oui. En termes de connaissances, les Ivoiriens commencent à avoir une meilleure perception de la corruption. Lorsque vous regardez les derniers rapports de Afrobaromètre, les Ivoiriens refusent la corruption. Tout simplement parce qu'ils savent ce que c'est. Il y a 10 ans, ce n'était pas possible. Et donc, nous pensons que la sensibilisation permet de changer de comportement, mais l'éducation renforce cette connaissance. Et nous pensons aujourd'hui que, et cela est à mettre à l'actif des autorités de la haute autorité, notamment le président Ngolo Coulibaly, qui a fait de l'éducation le fer de lance de la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. D'accord. Et vous avez installé aussi des comités locaux d'intégrité à l'intérieur du pays. De quels moyens ils disposent, ces comités? Alors, les comités locaux d'intégrité, d'abord, il faut le dire, c'est du bénévolat. Ce sont des personnes... Nous avons suscité cette initiative à la suite de nos différentes campagnes que nous avons effectuées dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Et dans chacune de ces communes, de ces régions, nous avons installé ces comités locaux d'intégrité. Comment ils fonctionnent? Alors, c'est du bénévolat, comme je l'ai dit au départ. La haute autorité, avec ses maigres moyens dont elle dispose, a accompagné au début ces comités locaux d'intégrité en leur fournissant un minimum des ordinateurs, des vélos, des chasubles, toutes ces choses-là pour leur permettre d'être opérationnels sur le terrain. Parce que l'objectif, c'est de permettre à ces comités-là de surveiller les actes de corruption, l'état de la corruption dans leur localité. Et pour cela, il leur faut des moyens. Et vous parlez de maigres moyens. Vous n'avez pas de moyens à votre niveau, M. Achiaou? Je n'ose pas le dire de cette façon. Je dirais que les moyens sont insuffisants. C'est quoi votre budget? Le budget de la haute autorité en termes de fonctionnement est autour de 2-3 milliards. Mais cela ne suffit même pas. Et je peux vous donner juste un ordre d'exemple. Quand vous prenez la haute autorité pour la transparence de la vie privée publique en France, qui ne règle que la question de la déclaration des patrimoines, c'est 250 employés, juste pour la déclaration de patrimoine. Juste pour la déclaration de patrimoine. Et ça, il ne faudrait pas que vous qui luttiez contre la corruption, si vous n'avez pas les moyens, il ne faudrait pas que vous soyez tenté par la corruption en vous-même. Comment on vous saisit? On va terminer, on a largement dépassé le temps. Comment on vous saisit? La saisine, il y a trois modes de saisine. D'accord. Par plainte ou par dénonciation, directement adressée au président de la haute autorité. Et le troisième mode, c'est une autosaisine dont la haute autorité dispose pour pouvoir elle-même s'autosaisir. D'accord. Et les dénonciateurs sont protégés? Il y a une loi de 2018 qui protège les dénonciateurs. D'accord. Votre numéro de téléphone, c'est le 27 22 47 95 00. Merci beaucoup, M. Achiaou. C'est nous qui vous remercions. Merci bien. Un mot, s'il vous plaît. Très rapidement. Il faut remercier le directeur général de la RTI pour son appui personnel dans la mise en place de tout ce dispositif. Merci beaucoup. Monsieur Achiaou, Jacques 3 Achiaou, 3 en chiffres romains, directeur de la sensibilisation et de l'éducation à la haute autorité pour la bonne gouvernance, cette structure administrative indépendante qui assure une mission de prévention et de lutte contre la corruption et dont la vision à moyen et long terme est de faire de la Côte d'Ivoire un pays respectueux des bonnes pratiques en matière de gouvernance afin d'éradiquer la corruption et les infractions assimilées. Merci encore, Monsieur Achiaou. Bon retour chez vous et à bientôt. À vous aussi, chers téléspectateurs, merci. Merci de nous avoir suivis.